je vais me présenter en quelques mots. Donc, moi, je suis Benjamin Fiquet, donc, je suis directeur du property et de l'exploitation responsable pour la foncière tertiaire. Foncière tertiaire, CAD, vous la présentez, mais ça représente à peu près 2 200 000 mètres carrés de bâtiments, de France et régions. Et donc, j'en charge l'ensemble des questions à la fois administratives et financières, mais ça ne nous intéresse pas trop aujourd'hui, d'exploitation technique du patrimoine. J'ai entendu le point sur le contrat de performance énergétique, les questions environnementales pour la foncière et numérique. Voilà. Donc, ravi d'intervenir. Donc, ICAD et Henri Chapoutier. Brièvement, après, c'est Henri Chapoutier. Donc, je suis dans l'équipe de Benjamin, responsable département transition environnementale. On a en charge la supervision des engagements RSE de la foncière tertiaire et la mobilisation de nos utilisateurs, de nos clients. Vous verrez dans la présentation d'aujourd'hui, c'est un élément très important. Ouais, donc, merci. Comment? Vous me dites que vous voulez que je passe les slides, du coup. Allons-y, je vais présenter ICAD en quelques mots et la stratégie climat. Et je laisserai ensuite la main à Henri pour présenter justement ce qu'on fait avec l'ensemble de nos utilisateurs. Donc ICAD, vous connaissez sans doute, donc c'est une société immobilière qui a 3 métiers. Le métier principal étant une activité de foncière, qui est moins connue par le grand public, mais c'est une activité principale, donc foncière tertiaire. Comme je l'évoquais, voilà, à peu près 200 000 mètres carrés de bâtiments, 250 bâtiments. Donc là, on a une valorisation financière du patrimoine qui est de l'ordre de 14 milliards, 14,7 milliards, et qui s'attelle aussi avec une foncière de santé qui a 11 ans maintenant, donc qui est la première foncière de santé d'Europe. On est propriétaire, comme c'est écrit, de 140 établissements de santé, parce qu'on vient de faire l'acquisition d'établissements de santé en Espagne. Donc, du coup, moyen séjour, ça fait suite à la foncière santé, à tout ce qui est progression de l'ambulatoire et le fait que les équipes d'exploitation santé se recentrent sur leur cœur d'activité. Et donc, on est propriétaire des murs. Et enfin, une activité plus connue par le grand public, une activité de promotion, promotion de plein exercice, à la fois promotion résidentielle, à peu près 6 000 logements par an qui sont produits par les équipes de promotion, mais également équipements, santé ou équipements publics et tertiaires. Notre actionnariat est un actionnariat solide. On est 39% groupe Caisse des Dépôts, ICAD, c'est Immobilier Caisse des Dépôts. Donc, on est 39% groupe Caisse des Dépôts et 19% Crédit Agricole Assurance, qui fait d'ICAD une société avec des enjeux aussi et un actionnariat pour pouvoir poser des enjeux long terme, et ce qui nous invite à avoir ces enjeux long terme au service du plus grand nombre. Donc, voilà pour ICAD. On répondra aux questions à la fin, c'est ça? Je vois c'est une discussion. Pas de problème. Mais sinon, l'idéal, c'est de poser des questions à la fin. D'accord, entendu. Donc, ICAD, on a fait un petit focus lyonnais pour reprendre sur une carte nos implantations lyonnaises, nos implantations et réalisations. Donc, implantation au titre de la foncière santé et la foncière tertiaire, donc avec quelques actifs qui sont aujourd'hui utilisés. Donc, et un salut tout particulier à Adéco, qui est un de nos utilisateurs sur Lyon, et les quelques réalisations que les équipes lyonnaises connaissent mieux que moi, en tout cas, je pense, à la fois en promotion résidentielle et en tertiaire, avec quelques immeubles assez emblématiques comme Sky 56. Et là, on fera un focus ensuite sur une opération au carré de soie. Donc voilà pour la cartographie de notre implantation sur le tissu lyonnais. Pour ce qui concerne le slide suivant, donc sur le focus sur le bas carbone. Et donc, on va bien commencer la présentation de notre activité et de notre ambition bas carbone par la brique essentielle qui est la mesure, c'est-à-dire de voir d'où l'on vient. Et donc, cette mesure a été réalisée sur la base d'un bilan carbone assez classique pour l'ensemble de nos métiers, à la fois promotion foncière, tertiaire et santé, et sur tout ce qui est énergie d'exploitation. Donc, l'énergie grise, vous voyez qu'elle emporte la majorité de notre impact, avec
près de 152 000 tonnes en ce qui concerne la promotion et la foncière santé. Donc ça, c'est issu des analyses de cycle de vie. Donc on prend cette analyse de cycle de vie. Alors pour les spécialistes, c'est l'analyse de cycle de vie de la base méthodologique 18, qui n'est pas encore celle qui va être utilisée dans la réglementation environnementale, donc avec quelques petites modulations de calcul. Et pour ce qui concerne l'énergie d'exploitation, donc scope 1, 2, 3, je pense que vous avez évoqué les sujets des scopes, ce qui est en termes méthodologiques important. Donc nous, notre engagement pour la foncière tertiaire concerne les scopes 1, 2, 3. On calcule les émissions sur le scope 3 des transports, tel que c'est évoqué, mais notre engagement porte sur l'énergie et l'impact carbone du bâtiment, et non pas de l'usage fait par les utilisateurs qui sont les transports. Mais vous le voyez, c'est 2 fois plus d'impact pour les transports que d'impact lié au bâtiment. Donc 13 000, à peu près 14 000 tonnes. Voilà pour la foncière tertiaire. Pour la foncière santé, le sujet de l'énergie est un sujet important, mais c'est vrai que le fonctionnement de cliniques, des EHPAD et autres est très particulier, notamment en ce qui concerne les ventilations et les températures. Donc on n'est pas tout à fait sur le même registre de mobilisation. Les exploitants de santé travaillent à leur engagement et la réduction de leur empreinte. Mais c'est vrai que ce n'est pas la priorité numéro 1. Ils ont un engagement social que chacun pourra comprendre. Et enfin, les émissions liées à notre occupation corporate qui est également calculée. Donc, voilà la mesure, et c'est important d'avoir cette mesure pour ensuite décliner une politique, donc, qui est le slide suivant. Voilà, donc sur la base de cette mesure, on a différentes sortes d'engagements qui ont été annoncés et réaffirmés à l'occasion de rencontres investisseurs donc au marché. ICAD est une société cotée, j'ai oublié de le dire, au SBF 120. Donc on a des informations extrêmement contrôlées à soumettre au marché. Et donc le marché, on a eu une conférence spécifique dédiée sur le bas carbone, qu'on appelle low carbone, qui est aussi une illustration aujourd'hui de la mobilisation du marché financier à vouloir orienter ces flux financiers sur des investissements plus pérennes, en tout cas qui peuvent témoigner d'un engagement bas carbone. Donc pour nous, c'est pour les activités de promotion, pour les bâtiments des bureaux de plus de 5 000 m² et les logements, pour 50% des logements, une labellisation E+C-, E2C1 en 2022. Alors, il y aura une inflexion par rapport à la réglementation environnementale en janvier prochain, mais c'est un engagement global pour l'équipe promotion. Pour l'équipe foncière tertiaire, c'est un engagement de moins 45% d'intensité carbone entre 2015 et 2025. Aligné trajectoire à 1,5 degré. Alors, c'est dire qu'on est aligné à la stratégie nationale bas carbone révisée 2018, et donc on a un alignement à cette trajectoire. On modélise par différents outils notre patrimoine, l'intégration des travaux, et on est capable de modéliser l'impact et de modéliser cette trajectoire et la conformité de cette trajectoire par rapport à cette stratégie nationale bas carbone. Enfin, pour la foncière santé et corporate, les engagements plutôt liés à la qualité intrinsèque du patrimoine, notamment aux cliniques qui sont construites ou EHPAD qui sont rénovées, sur des engagements HQE. Il y a un travail en cours pour aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là. Enfin, le corporate, l'exemplarité et la réduction, elle passe par l'implication des collaborateurs. C'est assez essentiel. On vit un moment où l'ensemble des collaborateurs aujourd'hui sont porteurs d'actions, sont porteurs des engagements, ce qui fait partie de la motivation de l'ensemble des équipes d'ICAD. Et on partage cette conviction commune que de l'alignement des intérêts entre le business et les enjeux environnementaux sociétaux. Et je crois que l'implication des collaborateurs est un moteur tout à fait essentiel pour mettre en œuvre cette ambition qui est assez haute. On a à côté de cette mesure extrêmement rigoureuse et communiquée au marché, des mesures d'évitement, de réduction importantes. C'est un investissement sur les 3 dernières années de 40 millions d'euros qui a été opéré sur des actions environnementales. Et vous verrez, Henri vous présentera
sur les différentes actions, les nombreuses actions qui ont été mises en œuvre. Je ne vais pas vous dévoiler le chiffre tout de suite, les nombreuses actions qui ont été mises en place par nos clients utilisateurs. Donc, c'est une politique de compensation volontariste de 16 000 tonnes. Alors, compensation, on assume le terme de compensation, mais dans une réalité qui est plus proche du rapport de l'ADEME qui a été publié récemment, qui est plus notre contribution à l'effort collectif. Comment, après une politique de mesures d'évitement, de réduction extrêmement outillée, dès lors qu'on respecte finalement et qu'on a une émission résiduelle carbone et un alignement à la stratégie nationale bas carbone de degrés, en fait, on veut prendre part à l'effort collectif par une contribution climat volontaire qui permet la compensation d'impact résiduel. Ça prend la forme d'un investissement dans des projets labellisés bas carbone. C'est un label bas carbone qui a été publié par l'État, le ministère, l'année dernière, et la récompense contre le financement de projets. Donc, c'est des projets de reforestation, des projets d'adaptation agricole, des projets qui sont également de rénovation qu'on est en train d'instruire. Il y a une récompense de certificats. Et pour ce faire, on a installé un prix carbone interne qui est de 30 € la tonne, qui permet de prendre part à l'effort collectif. Donc, on commence à avoir ce format de prix carbone interne, qui sont des préfigurations de taxes carbone, mais qui sont plutôt vertueuses, donc qui nous permettent notamment d'accélérer dans la construction bas carbone. On a lancé le premier semestre Urbain des Bois, qui est une nouvelle filiale d'ICAD dédiée spécifiquement à la construction bois, qui a comme objectif de chiffre d'affaires 100 millions d'euros d'ici 2 ans. Donc, voilà, une démarche très volontariste avec une équipe dédiée à la construction bois. Le dernier élément, c'est faciliter le financement. On a toujours besoin de financer qui des ATEX, qui des projets, qui donner des coups de pouce à certains projets pour pouvoir améliorer leur performance. Et donc, c'est un fonds climat qui est doté de 2,5 millions d'euros, qui a été constitué en 2021, qui permet de financer des projets bas carbone, mais aussi toute forme de projets qui seraient émis par les collaborateurs afin d'accélérer notre politique. Voilà pour la stratégie bas carbone. Ensuite, quelques illustrations. Je vais laisser la main à Henri qui va vous présenter quelques illustrations. On a choisi l'exemple lyonnais. Oui. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette mise en bouche. Effectivement, pour cette promotion climat, on a fait le choix de vous présenter des cas concrets, des exemples de la traduction de ce que vous venez de voir dans la politique RSE d'ICAD sur des exemples lyonnais. Donc, on commence avec le stratège. C'est une opération de rénovation, de restructuration d'un immeuble près de Pardieu, dans le 6e arrondissement, de 15 000 m², qui est prévu en 2024 en termes de livraison. Et donc, sur ce bâtiment, ce qui est important de regarder, c'est que vous voyez qu'on a énormément de certifications pour une rénovation. On a bien sûr des certifications assez classiques aujourd'hui comme le HQE, le BREEAM, d'autres qui sont un peu plus nouvelles, le BBCA rénovation, qui va nous permettre de travailler sur le type de matériaux amenés lors de la rénovation, notamment de favoriser le réemploi. Ça aussi, c'est un levier très fort au niveau de l'économie du carbone dans les matériaux. On a aussi un label biodiversité sur la partie biodiversité, puisqu'il faut bien retenir que tous ces éléments sont liés. Benjamin parlait de programmes bas carbone agricole ou forestier. Tout ce qui peut impacter sur la biodiversité a un lien aussi avec le carbone, évidemment. On a aussi un label Osmose sur la qualité de confort, la santé du bâtiment, et un label R2S pour la partie numérique. Ça, au global, ça reflète le fait que quand ICAD s'engage dans une restructuration, il y a une ambition de faire un produit du marché, et qu'une restructuration, ce n'est pas un sous-produit, c'est au contraire quelque chose qu'on peut valoriser, notamment en termes de RSE. Et vous voyez que l'une des performances, parmi les performances CO2 qu'on a à faire ce type d'opération, c'est d'abord une économie d'énergie grise, puisque bien sûr, dans une restructuration, on va garder la structure porteuse. En plus, on est en démarche BBCA, bas carbone, donc du coup, on va favoriser du réemploi, comme j'ai dit. Et bien sûr, on aura une amélioration des consommations. C'est un bâtiment qui est quand même dans son jus, qui est un petit peu énergivore. Et le fait de faire cette restructuration nous permettra d'améliorer ses consommations et d'autant plus le CO2 lié à l'exploitation. On peut passer à l'exemple suivant, si vous voulez bien. Je répondrai à la question tout à l'heure, pas de problème. Deuxième exemple, alors là, sur une opération neuve, l'îlot carré à Vaux-en-Velin, carré de soie, pour ceux qui connaissent.
Donc là, on est sur une opération mixte, vraiment de promotion, et j'insiste sur un redéveloppement urbain. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi dans notre ADN. Vous savez, on a souvent l'image du promoteur qui fait de l'étalement urbain, etc. Chez ICAD, on fait beaucoup attention à redynamiser des cœurs urbains, des ZAC, ce type d'espace. Donc, vous voyez que c'est un programme avec plusieurs typologies de bâtiments. On a voilà, le carré, le cabis, qui est un élément de bureau, des logements, et on est au cœur d'un îlot végétalisé. Ce qui est intéressant dans la démarche de cette opération, c'est qu'on a optimisé énormément d'éléments à l'échelle de ces îlots. Les espaces verts partagés, la gestion de l'eau est également partagée. On a créé un square, et vous le voyez sur les perspectives, il y a énormément d'espaces verts, hein, y compris en terrasse, ce qui permet de lutter contre l'un des phénomènes qui est très connu à Lyon, c'est les pics de chaleur, les îlots de chaleur urbains. Et donc là, au contraire, on a créé des îlots de fraîcheur pour augmenter la résilience climatique. On a aussi conservé une partie de structures industrielles existantes, notamment grâce à un dialogue plus sociétal, puisque c'est une opération qui a été faite en concertation, sous l'impression notamment de la mairie, avec les acteurs locaux, c'est-à-dire les associations de quartier et les habitants, ce qui nous a permis aussi de voir que voilà, on était sur un tissu industriel historique basé sur le textile. Et donc, on a gardé certaines structures. Et comme on l'a vu auparavant, le fait de garder ces structures-là aussi nous fait faire une économie d'énergie grise. Donc, voilà, de manière un peu plus technique, on est en RT 2012 moins 40% et certifié HQE très bon. Donc, vous voyez, en termes de performance CO2, de nouveau, là, on est plus sur des vecteurs à la fois d'optimisation, de résilience climatique, très important ça pour l'avenir, et bien sûr d'économie d'énergie grise. On peut passer au jeu d'exemple suivant. Donc, alors là, c'est une partie assez importante de notre présentation. On voulait profiter de cette intervention pour vous faire un petit retour d'expérience. Ça fait 10 ans qu'on a mis en place l'annexe environnementale au bail chez ICAD. Alors, je vais repréciser rapidement. L'annexe environnementale, c'est un texte réglementaire qui est paru il y a une dizaine d'années, qui concerne les immeubles de bureaux et de commerce de plus de 2000 m² et qui nécessite de mettre autour de la table le bailleur et le preneur. Ça, c'est vraiment un fer de lance dans notre stratégie bas carbone, puisque le fait de mettre le bailleur et le preneur, et même aussi le facility manager autour de la table, c'est indispensable, vous allez le voir, en termes de prise d'action et de résultats pour les immeubles existants. On ne peut pas faire sans. Le bailleur ne peut pas faire tout seul, le preneur ne peut pas faire tout seul. Et donc, c'est vraiment indispensable. Donc, vous voyez, on a vraiment été pionniers. À droite, vous voyez un graphique, vous voyez la montée en puissance des comités environnementaux sur notre patrimoine. Sur les 2 millions de mètres carrés de patrimoine que citait Benjamin, on a plus de la moitié qui sont des patrimoines de bureaux. Et donc, sur 1 200 000 mètres carrés, on a déjà 1 million de mètres carrés couverts en comités environnementaux. Et nous, on va au-delà de la réglementation. Parce que ce comité-là, sur lequel on va prendre des plans d'action, ce n'est pas une chose forcément demandée par le texte réglementaire, mais nous, on va au-delà. On va même embarquer, comme vous le voyez, des locataires qui sont inférieurs à 2000 mètres carrés. On peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. Et donc, à l'image de cette promotion que vous représentez aujourd'hui, on a créé une communauté. C'est très important pour fluidifier les échanges. Donc, un club bail vert de nos utilisateurs, dont d'ailleurs ADECO à Lyon fait partie. Hein, on les remercie. Et puis, on a mis aussi en place, très important, des outils. Benjamin a insisté sur l'importance de la mesure et qu'on ait des valeurs et des notions partagées. Donc, on a mis en place, notamment avec Astrance, hein, qui est là ce matin, une interface, un outil simple de suivi de nos plans d'action et de nos consommations d'énergie. Et vous voyez qu'au résultat, aujourd'hui, après une dizaine d'années d'expérimentation bail vert, on a plus de 3000 actions énergie, eau, déchets en cours ou réalisées dans ces comités environnementaux. Donc, on est sur de l'hyper concret. On peut aller voir d'ailleurs justement sur le slide d'après. Voilà, on vous a sorti un petit peu le top. Après 10 ans de bail vert, quelles sont les actions les plus représentatives et les plus impactantes en exploitation et avec les usagers? Alors, bien sûr, il y a la connaissance de son bâtiment avec la réalisation d'un bilan carbone, d'un audit énergétique. On en a parlé un petit peu juste avant, la mise en place d'un contrat de performance énergétique. Bien sûr, il faut qu'il soit très bien encadré avec le facility manager. Tout ce qui est optimisation. Et alors là, j'insiste, hein, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais pour le voir au quotidien dans les comités environnementaux, il y a énormément de gisements à aller chercher dans les optimisations, dans les points de consigne de température, dans le dialogue qu'on a entre bailleurs et preneurs sur ce que peut faire le bâtiment. J'ai en tête un exemple, par exemple, avec un locataire emblématique où on est allé à tâtons demi-heure par demi-heure avec le facility manager pour trouver le bon point de consigne, à quel moment les appareils s'allument,
à quel moment ils s'éteignent, pour vraiment jouer sur l'inertie du bâtiment. Et il faut aller vers ce niveau de finesse, sinon on n'arrivera pas à atteindre des objectifs type décret tertiaire. Voilà, vous avez toute une batterie d'exemples que vous voyez. On peut regarder sur le slide suivant, où là, c'est intéressant, on vous les a ventilés par voilà, le nombre de locataires chez nous qui mettent en place ce type d'action. Donc, vous voyez qu'il y a certaines actions qui sont très, très représentées. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder là où il y a du gisement. On voit par exemple que les challenges et les dispositifs de mobilisation, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour sensibiliser les usagers, l'utilisateur final, il n'y a que 11%, c'est-à-dire qu'on a encore pas mal de sensibilisation à faire terrain pour aller toucher vraiment le salarié à son poste et dans le bâtiment. On voit aussi par exemple qu'il y a beaucoup plus de sujets de chauffage pour l'instant en termes de réglage, d'optimisation et de travaux que de climatisation. Or, on sait que vu les changements climatiques, le sujet climatisation va monter en puissance. Donc, il y a probablement du gisement d'action aussi à faire là-dessus. En tout cas, voilà, ça, c'est un panel vraiment très représentatif de ce qu'on peut faire pour améliorer son bilan CO2. Et pour l'illustrer, slide suivant, on vous a mis un exemple. Alors, je l'ai rendu anonyme parce que ça permet d'identifier un de nos preneurs. Mais voilà un exemple d'un immeuble qu'on a eu en exploitation pendant 10 ans, certifié HQE. Donc, vous voyez qu'il est dans un régime, les premières années jusqu'en 2013, on va dire qu'il est aussi dans des valeurs de performance standard. À partir de 2013, on a mis un comité de bail vert en place, puis en 2015, du CPE et qu'on a commencé des travaux sur les équipements et à se mettre tous autour de la table, vous voyez qu'on a quand même une chute assez drastique des consommations. C'est un bâtiment qui est en jaune électricité, gris réseau de chaleur. Il y a eu une phase de travaux où le bâtiment a été un petit peu vide en 2017-2018, ce qui peut expliquer voilà, qu'on chute encore pas mal dans les consommations. Et puis l'arrivée de nouveaux locataires en 2018-2019, on voit une remontée. Et notamment, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une remontée qui est supérieure à 2017, dernière période d'occupation du bâtiment. Et là, c'était vraiment pour illustrer que si on n'a pas ce dialogue avec le preneur, très vite, le bâtiment peut repartir à la dérive et remonter. Donc, on a remis une couche, on a redialogué sur ces sujets-là. Et bon, bien sûr, il y a l'impact Covid qui a joué en 2020, on y reviendra. Et vous voyez quand même qu'au global, sur une décennie, sur le CO2 d'exploitation, sur l'énergie d'exploitation, on a fait moins 29%. Voilà pour les exemples. Je vais laisser Benjamin conclure et on répondra à vos questions. Merci. Effectivement, donc en conclusion, hein, la mobilisation pour la performance carbone est tout à fait essentielle et vous en êtes les témoins. Elle passe par des actions de rénovation et de pilotage. Vous évoquiez le CPE. Je veux dire qu'on a une pratique du CPE qui a 10 ans, alors au sens strict, accompagné de travaux. On est en train de renforcer ce sujet CPE, notamment pour y intégrer une dimension carbone. Vous avez des fois des arbitrages à réaliser dans des contrats de performance énergétique entre énergie carbone et qui, pour le moment, sont très kilowattheure. Donc, on révise actuellement cette politique-là et se donner des objectifs qui sont moyen-long terme et non pas des objectifs qui soient simplement posés au titre de l'échéance contractuelle du Facility Manager. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille. La mesure de la performance indispensable est partagée. Le protocole IMVP, l'ISO 50001 sont autant d'éléments qui permettent d'assurer une conformité et une confiance dans la mesure qui est faite. Pour piloter les actions, piloter ces impacts, c'est tout à fait essentiel que de voir dans l'ensemble des actions qui sont proposées et de pouvoir choisir en connaissance de cause et en connaissance de l'impact de telle ou telle mesure. Et cela, ce sont des outils d'aide à la décision qui sont importants, qui commencent à se construire grâce au numérique et aux modélisations qui sont réalisées pour qu'à l'occasion d'un comité environnemental, sur une dizaine d'actions proposées, telles que Henri l'évoquait, on puisse choisir celle qui a le maximum d'impact dans un coût connu et de pouvoir ainsi arbitrer et guider les décisions. Et c'est ce principe qui est fondateur pour un dialogue de confiance entre bailleurs et preneurs qui est vraiment essentiel pour la performance. Voilà, on a quasiment tenu l'agenda. On va répondre à quelques... J'arrête le partage. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, je crois. Vous avez pu noter les questions, Antonin? Attendez, est-ce que Ouais, je crois que j'ai vu une question liée à l'impact de Covid, mais j'essaie de la retrouver. Oui, je vois, pas de Covid. Oui. Ah oui. Alors, bonjour. Quel a été l'effet du Covid sur les émissions carbone vitales en 2020 par rapport à 2019?
est-ce que certains effets positifs pourront être conservés en 2022? Très bonne question. Bon, ça tombe bien parce qu'on vient de sortir nos chiffres dans notre rapport annuel, donc je peux vous répondre sur cette question. On a à peu près eu une chute ça dépend des immeubles, mais 10-15% du CO2 lors de l'année Covid. C'est très compliqué de dire exactement qu'est-ce qui est lié au Covid et qu'est-ce qui est lié à la performance, parce qu'on continue de faire des actions de performance énergétique, même en année Covid. Ça, c'était très important pour nous. On peut dire un peu du 2 tiers Covid, 1 tiers, mais ça dépend vraiment des immeubles et des occupations. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que ce n'est pas linéaire, contrairement à l'eau, où quand vous avez l'occupation qui varie, c'est vraiment linéaire sur les chiffres d'eau. Sur les gaz à effet de serre, vous avez quand même un minimum de systèmes allumés. Sur la consommation d'énergie, vous avez du tout air neuf pour des raisons sanitaires. Et donc, même si on a eu une baisse liée à l'occupation, il y a d'autres effets qui font que la consommation est quand même restée à un certain niveau. Voilà. Mais il y a un effet, et il faudra effectivement éviter l'effet rebond quand on aura une occupation complète. Ensuite, quel est l'impact de la construction en bois versus construction traditionnelle sur la durée de vie et la possibilité de rénovation des bâtiments? Par rapport à la construction bois, effectivement, je peux vous dire simplement, dans les objectifs tels qu'ils sont aujourd'hui dans les seuils de la réglementation environnementale, vous avez en tête les seuils C1, C2 dont on parle, la redéfinition des nouveaux seuils qui va être au titre de la réglementation environnementale publiée en juillet. Donc, en ce qui concerne les seuils C1, C2 tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est-à-dire entre 1500, globalement, il faut avoir 1500 de kg CO2 par mètre carré construit pour le seuil C1, 1000 pour le seuil intermédiaire, on va dire BBCA, et 800, on va dire, pour le seuil C2. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui atteindre le seuil C2 dans des constructions dites traditionnelles. Donc, l'usage du bois, en tout cas de l'intelligence constructive dans des nouveaux matériaux biosourcés ou géosourcés, sont les seules solutions pour atteindre ce seuil C2 à 800. On teste aujourd'hui des bétons, ce qu'on appelle des néo-bétons ou des bétons bas carbone, CEM1, CEM2, CEM3. Ce sont des matériaux qui sont tout à fait nouveaux, mais qui imposent des règles de construction différentes. Donc, on est aujourd'hui pour atteindre les plus hauts niveaux de certification environnementale et de conformité sur l'usage de matériaux effectivement biosourcés, dont le bois et la construction bois en priorité. Et ce qui concerne la rénovation des bâtiments, il y a des notices de déconstruction qui sont aujourd'hui prévues au titre des marchés. Donc, on a dès lors une compréhension et une meilleure possibilité de rénovation de ces bâtiments. C'est aussi les maquettes BIM, les maquettes BIM qui sont des outils qui permettent de modéliser et d'intégrer la bonne compréhension des architectures des bâtiments qui nous permettent d'être plus performants. En tout cas, c'est la promesse des maquettes BIM de réception pour être plus pertinent dans les rénovations qui sont opérées dans la durée. Voilà, avez-vous des exemples concrets d'outils d'aide à la décision? Des exemples concrets, ça peut passer soit par des modélisations Excel, tout simplement, dans lesquelles on évalue en retour d'expérience des différentes solutions. C'est également des outils d'analyse en cycle de vie qui sont opérés et qui commencent à être diffusés. Quelques-uns, les Nuoco, les Viscab, qui existent en termes de construction, qui permettent de vous aider. Et là, on teste avec différents opérateurs de MS des outils pour modéliser les impacts plutôt en exploitation. Et vos facility managers, multitechniques, ont tous les outils de modélisation en phase d'exploitation pour modéliser tel ou tel impact. Donc, ne pas hésiter à les solliciter pour faire tourner ce qu'on appelle les simulations thermiques dynamiques en réel, plutôt pour la phase d'exploitation. Et ces simulations thermiques dynamiques sont des outils qui permettent de pouvoir qualifier un impact. Donc, du très simple, mais n'hésitez pas à solliciter vos partenaires qui, normalement, sont dotés de ce type d'outils. Voilà. On a une question de Ninkasi. Quels sont vos moyens d'action ou de contrôle auprès de vos sous-traitants ou prestataires lors des rénovations ou constructions? Alors, les moyens de contrôle, alors, pour les grosses rénovations ou constructions, il y a les certifications qui sont des modes de preuve, des preuves de la promesse de qualité et d'exécution. Donc, on a, pour ce qui concerne les grosses rénovations, vous voyez l'exemple du stratège qui va être certifié BBCA Rénovation, qui est une certification qui permet, dans un cadre méthodologique vérifiable,
de l'atteinte des objectifs. Et donc, cette méthodologie BBCA Rénovation est un mode de preuve d'atteinte du résultat et de garantie du résultat atteint. Pour ce qui concerne les constructions, c'est plus tous les référentiels qui existent. La réglementation environnementale qui est en cours de finalisation intègre également des outils de preuve de la promesse. Les outils Elodie et autres développés par le ministère sont autant d'éléments. Pour ce qui concerne la rénovation, le contrat de performance énergétique est un bon outil qui permet de vérifier l'atteinte dans un cadre opposable dans lequel on peut décider des différents facteurs d'influence. Donc, différents outils à notre main et à différents moments de la filière de construction, de rénovation ou d'exploitation. Oui, moi, je me permets d'intervenir sur la partie exploitation, où il y a eu une tendance il y a quelques années que c'était les fournisseurs d'énergie EDF pour pas le. Je vous entends très mal, monsieur. Pas très bien. Ouais. Je disais oui, dans le cadre de l'exploitation. Oui. Il y avait quelques années, les fournisseurs d'énergie, notamment EDF, avaient créé une filiale qui s'appelait Nets Énergie de mémoire. Oui, tout à fait. Moi, la première question, c'est de savoir est-ce que ces gens-là sont crédibles en étant à la fois vendeurs d'énergie et quel est leur intérêt justement de nous faire moins consommer d'énergie et donc moins gagner? Est-ce que c'est crédible de passer par ces organismes-là? Et la deuxième question, c'était effectivement, ça rejoint les questions qu'il y avait auparavant, et que sur la partie exploitation, on a tous des GTB qui permettent de récupérer un certain nombre de données. Est-ce qu'il existe des outils qui permettent de récupérer des données et comment on les exploite pour en tirer des bilans relativement rapides sans avoir passé par des choses compliquées, quoi. Est-ce qu'il existe des outils comme ça? Alors, je vais laisser la main à Henri pour la récupération des données, mais qui s'est nettement améliorée depuis 10 ans. Et c'est avec l'échéance du décret tertiaire de la plateforme Opéra, mais je vais laisser Henri prendre la main, sur tout ce qui est outils d'efficacité énergétique. Vous évoquez Net Synergie, mais on peut évoquer multitude d'outils, des RGLIS, des UbiGrid, des DeepKey et autres qui sont fournis et qui sont plus ou moins adossés à des fournisseurs d'énergie. Je crois que chaque opérateur énergétique à développer des filiales d'exploitation-maintenance pour également développer une offre de conseil associée. On n'a jamais observé, nous, de conflit d'intérêts, notamment pour les outils de pilotage énergétique entre les sociétés de filiales de gros opérateurs énergétiques et l'intérêt à vouloir, de manière très résolue, abaisser les consommations. Donc, on n'a jamais observé cela. Il y a par contre le souhait, effectivement, favoriser un certain nombre de pratiques par lesquelles le fait de passer par un opérateur énergétique filiale du groupe EDF ou Engie ou autre favoriserait l'achat d'énergie auprès de ces mêmes opérateurs. Donc, c'est plus cette logique-là à favoriser des liaisons qu'une logique de contrarier la volonté de réduction. Donc, en tout cas, je ne l'ai jamais observé. Contrôle d'Henri. Non, de même, effectivement, c'est vrai qu'on aurait, je pense que dès lors, on l'aurait immédiatement sanctionné. On l'a jamais observé. C'est une manière de fidéliser le client, quoi, en disant. Oui, tout à fait. Oui, c'est clair. C'est vraiment, ils développent ce service qu'ils ont un intérêt, on va dire, commercial au plus large. Après, moi, pour compléter ce que disait Benjamin. Et moi, je dois vous laisser, absolument, je suis désolé. Mais merci beaucoup pour votre écoute et à votre disposition si besoin d'autres informations. On a mis tous nos contacts sur la présentation, vous l'aurez. Oui, donc pour terminer sur la partie data, effectivement, en 10 ans, les choses ont beaucoup évolué. Moi, ce que je vous recommande, c'est que déjà, il faut savoir que, comme le disait Benjamin, il y a beaucoup de data qui est accessible, il suffit de la demander à votre facility manager, qui peut vous faire des rapports, à votre fournisseur d'énergie. Les espaces clients des fournisseurs d'énergie aujourd'hui sont beaucoup plus perfectionnés qu'il y a quelques années. On peut récupérer des courbes de charge, on peut faire des bilans, on peut faire des exports. Merci Benjamin. Voilà, vous avez une masse de data qui est disponible. Effectivement, après, ce qui est un peu compliqué, c'est que si, par exemple, vous avez plusieurs sites ou vous avez, par exemple, beaucoup de points de livraison énergétique sur votre bâtiment, c'est peut-être un peu lourd humainement et on a envie d'avoir un outil qui nous simplifie ça. Il y a des choses qui existent. Il y a des energy managers. Alors là, on peut vous en communiquer. Nous, on travaille avec UbiGrid, avec DeepKey. Il y a aussi Astrance qui fait des choses. L'idée, c'est qu'il faut que vous forgiez votre connaissance. Quand je vous montrais le graphe tout à l'heure avec l'exemple sur 10 ans avec la baisse, là,
ça vient c'est du Diki, c'est un outil d'énergie management system. Il y en a d'autres qui font ça. Mais en tout cas, ça nous permet de forger la connaissance et de voir ce qu'on fait. Ça nous permet, par exemple, de choisir notre point pour le décret tertiaire. Donc, c'est hyper important, quoi qu'il arrive, de trouver un moyen de collecter cette data, de la consolider et de l'avoir comme ça, de manière graphique ou sous manière d'indicateur, de manière simple pour vous. Parce que ça vous permettra, un, d'arbitrer et deux, aussi, pour les différentes sollicitations que vous avez, aussi de challenger les réponses qu'on vous donne. Là, vous parlez ici des fournisseurs d'énergie. Mettez-les en challenge, tout simplement, comme dans toute consultation. Si on vous vend quelque chose, allez voir un autre et demandez-lui la même propale. Il faut absolument ça, mais c'est indispensable que vous récupériez votre data et vous ayez connaissance, y compris avec votre bailleur, si c'est votre bailleur qui a des informations de consommation. Et pour répondre, dernier élément que j'avais noté par rapport à votre question, oui, il y a des technos qui permettent d'aller récupérer les données de GTB, de les simplifier dans un outil simple en ligne. Par contre, c'est très dépendant du système de comptage et de GTB que vous avez. Parce que dans un système peuvent être très fermés. Maintenant, les GTBistes ont compris qu'on est dans le monde de l'ouverture informatique. Mais voilà, ça dépend de ce que vous avez dans votre bâtiment. Mais voilà, c'est là que vous vous renseignez avec votre facility manager et le fabricant de GTB. Ouais, et puis un dernier point qui est aussi important, on en parlait tout à l'heure, par rapport aux gradients de température, que ce soit en hiver ou en été, de pouvoir faire la corrélation entre la température extérieure et la consommation. C'est souvent des données sur les GTB, les capteurs de température ou les sondes de température ne sont pas toujours fiables sur beaucoup de GTB. Ouais. Et justement, Nets Energy propose ces services-là en mettant le gradient en disant sur un -10 extérieur, la consommation est tant. Oui, mais ça, la plupart des outils peuvent le faire, effectivement. Je ne sais pas si, Antonin, vous pouvez remettre le graphe là qu'on a vu, le graphe exemple. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, on l'avait remodélisé que depuis 2015, mais il y avait une petite courbe en rouge, c'est la courbe des GU. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Et donc, effectivement, nous, on fait ce calcul normalisé voilà, juste avant. Voilà. Vous voyez la courbe des GU. Donc, typiquement, là, on voit que en 2016, il a fait plus froid. Mais après, il y a moins de degrés jour, donc du coup, c'est plus doux. Donc, si, par exemple, je prends l'année 2019, on voit que l'hiver a été plus doux et qu'on augmente les kilowattheures de réseau de chaleur, c'est qu'on n'a pas été bon. Donc là, typiquement, c'était en lien avec ce nouvel arrivant qui s'était mis dans une situation de confort un peu large. Donc, on a commencé à resserrer ça en 2020. Mais tout à fait, cette corrélation, il faut la faire, mais la plupart des outils font ce calcul automatisé, tout à fait. Et vous pouvez nous transmettre tous ces outils pour que moi, je n'ai pas retenu tous les noms ni les trucs, savoir comment on peut les récupérer, ces outils. Oui, bien sûr, je peux tout à fait dans un mail vous envoyer un certain nombre d'éléments. Après, il faut vraiment les consulter. Puis, il faut voir aussi avec, dans les bâtiments que vous occupez, avec qui vous travaillez, aussi leur demander si eux ont des choses et puis après comparer ça. Mais c'est vrai que ça permet de faire des choses. Bon, là, après, je vais trop m'étaler, mais là c'est la version annuelle, mais je peux zoomer dans cette data-là et voir ce qui se passe en mensuel, voire carrément zoomer dans les courbes de charge et les top 10 minutes. Donc, ça va être vraiment au pilotage. Il faut savoir que là, le monde de la data dans le bâtiment, on est vraiment en train de rattraper entre guillemets notre retard parce qu'on n'était pas un secteur très dataisé par rapport à d'autres secteurs comme par exemple l'aéronautique. Et là, c'est en train d'accélérer un grand coup. On est en train d'automatiser beaucoup de choses, hein. Même sur l'eau, sur le reporting déchets, c'est un peu la même tendance que sur l'énergie. Merci. Je ne veux pas trop déborder, Antonin. Vous me dites si on conclut les questions, s'il y a de la place pour encore d'autres questions. Moi, je suis disponible. Donc Pour ceux qui sont encore disponibles. Mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour, du coup. On a fait le tour, ok, très bien. Bon, écoutez, merci encore en tout cas de cette intervention. Je pense qu'elle est très utile. Voilà, donc on vous tiendra au courant des prochaines aventures de la promotion au climat et comment on arrive à réduire notre empreinte carbone. Bravo pour ce programme. On est très fan. On a vu ce que vous mettiez au programme et on trouve ça vraiment excellent. Donc je pense qu'on dialoguera et bravo à tous les participants de la première promotion. J'espère que ça vous inspirera.